Bonsoir tout le monde. Mon nom est Louis Adam. Je suis le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec et division de l'Atlantique. Merci d'être en si grand nombre ce soir pour se joindre à nous. C'est la série Ce qu'en disent les experts offerte par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je remercie d'entrée de jeu EMD Renault, qui est notre commanditaire. Merci de nous supporter. Sans vous, ce webinaire ne serait pas possible. Je vous rappelle que le webinaire de ce soir est enregistré et que vous allez pouvoir le visionner sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un courriel par la suite vous donnant le lien de l'enregistrement quand il sera disponible. Si vous avez des questions en cours de présentation, s'il vous plaît, les rentrer dans la boîte de discussion et vous pouvez poser vos questions dans les deux langues. Je veux souhaiter la bienvenue aux participants aussi qui sont sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions. On va essayer ce soir de répondre le plus de questions possible et s'il vous plaît, évitez de poser des questions d'ordre personnel. Pour ce faire, voyez votre personnel soignant évidemment. Je veux noter que la Société canadienne de la sclérose en plaques ne propose aucun traitement, aucun produit. Alors, on est ici pour vous donner l'information la plus juste possible et pour vous permettre de prendre les décisions les plus éclairées possibles. Je vais vous présenter notre animatrice de ce soir, notre présentatrice, c'est Catherine Savard. Catherine est diplômée de l'Université de Montréal et bachelière en pharmacie. Elle fait partie de l'Ordre des pharmaciens depuis 1996. Elle a exercé pendant 18 ans dans le milieu communautaire et elle a poursuivi sa carrière dans le secteur des pharmacies spécialisées depuis maintenant 6 ans. Ses champs d'intérêt comprennent la prise en charge de la sclérose en plaques et des hépatites ainsi que l'oncologie. De plus, elle participe à plusieurs activités de la sclérose en plaques pour financer la recherche. Alors, à vous la parole, Catherine. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être en grand nombre ce soir pour notre rencontre. Le but de la rencontre de ce soir, je voulais voir avec vous l'ensemble des traitements de la sclérose en plaques, mais aussi comment vous pouvez vous impliquer dans les décisions qui sont prises par votre personnel soignant, mais vous aussi, comment vous pouvez vous impliquer pour prendre les bonnes décisions pour vous et qu'est-ce qu'on peut faire aussi hors traitement pour améliorer la situation. Et puis, j'ai reçu déjà des questions là, que je vais répondre tout au long du webinaire. Et si vous en avez des supplémentaires, bien, gênez-vous pas de les poser. Je sais qu'on a des patients de la pharmacie en ligne et partout au Canada, donc ça me fait plaisir de vous aider à bien connaître et mieux vous impliquer dans votre combat pour la sclérose en plaques. Je vais juste essayer de changer ma page. Voilà. Alors, nous, à la pharmacie La Rivière et Massicotte, on est une pharmacie spécialisée. Alors, la sclérose en plaques est un de nos champs d'expertise. Et puis, ça nous fait plaisir de s'impliquer dans le webinaire là, pour pouvoir vous aider à y voir plus clair. Alors, les objectifs de l'apprentissage du webinaire ce soir, c'est de mieux comprendre et différencier les choix de traitement qui s'offrent à vous. Quand il y a une transition de traitement qui est soit imposée par la maladie ou par les assurances, comment faire pour passer d'un traitement à l'autre? La vaccination, c'est un sujet chaud en ce moment là, avec la COVID et même avant la COVID, là, plusieurs patients demandent souvent est-ce que je peux me faire vacciner? Quand? Contre quoi? Alors, c'est des choses là, qu'à la fin du webinaire, vous devriez être capable de maintenant mieux gérer. On va parler aussi des produits naturels qui sont… il y a des gens qui n'en utilisent pas du tout, mais il y a des gens qui sont très portés aux produits naturels. Alors, il faut faire attention dans les choix qu'on fait. Et aussi, l'importance d'un style de vie sain, l'alimentation, le sport, tout ça, ça peut avoir l'air léger, mais ça a un gros impact sur l'évolution de votre maladie. Alors, on va voir ensemble les diagnostics et les choix de traitement, les changements de traitement, comment faire la transition, la vaccination, comme on vient de parler. On va parler aussi des traitements de soutien
pour les douleurs, les problèmes de vessie, la fatigue, tout ça. On va parler de la COVID, savoir les mesures, la vaccination, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, est-ce qu'on peut ou pas, est-ce qu'on va pouvoir se faire vacciner, produits naturels, alimentation, style de vie. Alors, les diagnostics et choix de traitement. Le but du traitement en ce moment de la sclérose en plaques, ce n'est pas de traiter, mais de réduire la fréquence des poussées et de ralentir l'évolution de la maladie. Plus le traitement est commencé tôt, plus les chances de réduire le nombre de poussées sont élevées. Alors, des fois, on a un diagnostic qui peut être fait rapidement, mais il y a des patients pour qui ça prend des fois plusieurs mois, plusieurs années avant qu'on diagnostique que le problème était la sclérose en plaques. Et c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais des fois, quand on n'arrive pas à vraiment diagnostiquer rapidement, c'est des choses qui peuvent arriver, mais plus le traitement est commencé tôt, mieux c'est. Le traitement des poussées, généralement, on ne traite pas les poussées qui vont finir par s'atténuer d'elles-mêmes au bout de quelques jours. Mais parfois, on peut avoir des poussées qui sont très fortes ou qui perdurent dans le temps. Dans ce temps-là, on va donner des corticostéroïdes pour rapetisser le temps de la poussée. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec les corticostéroïdes, c'est que si on donne, comme c'est des grosses doses qui sont données, là, il y a parfois même des pharmaciens qui sont surpris des doses que vous pouvez leur apporter en pharmacie là, pour traiter une poussée, c'est que l'usage à long terme peut venir jouer sur votre foie, les reins et aussi sur la réduction de la densité osseuse. Donc, on essaie de ne pas donner de grosses doses de cortisone à répétition, mais parfois, on n'a pas le choix là, pour traiter une poussée de la couper avec des cortisones. Alors, pour les choix de traitement, c'est sûr que votre neurologue, quand il vous voit, va parfois vous donner directement un traitement, mais parfois aussi, il va vous donner une option. Quand vous avez une option de traitement, il va dire, bien, je vous donne deux choix. Comment vous pouvez faire pour savoir lequel est mieux pour vous? Puis, des fois, vous pouvez dire, bien, moi, je connais quelqu'un qui prend un traitement X, puis moi, mon neurologue me donne d'autres choix. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Les choix de traitement qui sont proposés pour vous, il y a des questions à vous poser là, avant de faire votre choix. Premièrement, quel est le stade de votre maladie? Où est-ce qu'on est rendu dans le stade? Ça vient jouer sur le choix du traitement. Est-ce que les risques, l'efficacité, des fois, c'est sûr que s'il y avait un traitement super efficace, sans risque, bien, il n'y aurait pas de proposition, hein, tout le monde le voudrait. Mais là, dépendamment du stade de la maladie et puis de l'efficacité qu'on veut avoir, il y a un choix à faire. Et il y a aussi un choix à faire dans le mode d'administration. Est-ce qu'il va être en injection, le traitement? Est-ce qu'il va être pris oralement? Est-ce que je veux l'avoir en perfusion? Alors, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Vous avez votre mot à dire là-dedans. Votre neurologue va vous donner les options. Puis votre pharmacien aussi peut vous aider à faire le choix qui est le mieux pour vous. Alors, pour bien choisir son médicament, le neurologue va regarder avec vous quel stade de sclérose en plaques vous avez. Alors, il y en a 4. Il y a le syndrome de clinique isolée. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a eu un premier épisode. Des fois, ce n'est pas toujours diagnostiqué à ce moment-là que c'est la sclérose en plaques. Ça peut être un symptôme qui vous arrive une fois, puis après ça, ça revient beaucoup plus tard. Donc, on n'a pas toujours le diagnostic à ce moment-là. Il y a la forme de sclérose en plaques récurrente, rémitante. C'est la majorité des gens qui sont dans cette catégorie-là. Alors, c'est-à-dire qu'on a des poussées qui peuvent arriver. Et entre deux poussées, il y a une période de rémission qui peut être plus ou moins longue. Il y a des gens qui vont faire seulement une ou deux poussées et puis ils n'en auront plus jamais d'autres. Mais il y en a pour qui ça peut devenir plus répétitif. Dans ce moment-là, on va avoir des traitements qui sont un peu plus agressifs. On a la forme de sclérose en plaques progressive secondaire. C'est la forme cyclique là, qui progresse vers une forme progressive. Et il y a aussi la forme de sclérose en plaques progressive primaire, c'est qu'il n'y a pas de pause, la sclérose en plaques est toujours présente et progresse.
Alors, pour les catégories de traitement qui s'offrent à nous, il y a comme 3 grandes catégories qu'on peut voir. Alors, il y a la catégorie en injection à la maison. Je n'ai pas tout mis les noms de traitements dans les grilles. Et puis, pour faciliter la compréhension, là, je vais utiliser les noms commerciaux pour vous. Généralement, les injections à la maison, c'est les traitements qu'on appelle la catégorie sécuritaire. C'est pour des gens qui veulent quelque chose qui n'offrira pas trop d'effets secondaires, qui offre quand même une belle efficacité, mais par contre, c'est en injection. Alors, il faut accepter, être capable de manipuler les aiguilles. Il y a les médicaments à prise orale. Alors, les 3 premiers, en général, on les met dans la catégorie traitement pratique. Alors, ce n'est pas compliqué à prendre, c'est en comprimé à la maison. On a un peu plus de suivi à faire, peut-être un petit peu plus d'effets secondaires que la première catégorie qu'on appelait sécuritaire. Le Mavenclad n'entre pas dans cette catégorie-là. Ça, c'est un médicament à part. Donc, on va avoir le Tecfidera, le Gilena, le Aubagio. Et la 3e catégorie, les médicaments en perfusion, le Ocrevus, le Tysabri, qui va être dans la catégorie des médicaments efficacité, si on peut les nommer comme ça, c'est que là, on doit y aller peut-être d'une façon un peu plus agressive pour mieux contrôler la maladie. Alors, pour les gens qui ont la catégorie injection à la maison, c'est souvent des patients qui vont avoir une maladie qui n'est pas trop agressive et qui vont accepter de manipuler les seringues à la maison. C'est à peu près un des seuls inconvénients, c'est d'avoir à s'injecter parce que les effets secondaires sont très légers. Les suivis de formules sanguines, ce n'est pas aussi régulier qu'avec les autres produits, même que ça va être fait avec le médecin de famille en général. Ce qu'on peut s'attendre de ces produits-là, c'est des effets au site d'injection. On peut avoir des douleurs au site d'injection, on peut avoir des réactions cutanées. Il faut manipuler les seringues de façon sécuritaire. Il y a des contenants sécuritaires qui vous sont remis pour bien les récupérer. Il ne faut pas les jeter à la poubelle, par exemple. On a avec les interférons, là, Avonex et compagnie, le syndrome pseudo-grippal qui peut arriver, surtout dans les premiers mois de traitement. Mais en général, on n'a pas d'effets secondaires graves ou sérieux qui peuvent arriver, mais si on a un stade de maladie avancé ou une forme progressive, on ne pourra pas utiliser ces traitements-là. Il faut y aller un petit peu plus agressif. La 2e catégorie, la catégorie pratique, qui se donne en forme orale à la maison. Des fois, le neurologue, pour les débuts de traitement, va vous dire, aimez-vous mieux avoir une injection à la maison 1 fois par jour ou aimez-vous mieux le faire en comprimé, mais avec plus de suivi? Alors, les comprimés qui sont donnés à la maison, là, on a le Tecfidera, par exemple, qui est pris, c'est des capsules qu'on prend 2 fois par jour. C'est sûr qu'avec le Tecfidera, on a d'autres effets secondaires. On a souvent, avec le Tecfidera, des bouffées de chaleur qu'on appelle le flushing, qui peuvent être contrôlées avec une prise d'aspirine qu'on prend avant la prise. Et puis, c'est une dose qui est progressive. Alors, on commence à une dose qui est plus petite. La dose est augmentée progressivement pour permettre à votre système de bien absorber les effets secondaires là, qui peuvent arriver en cours de route. Si on y va trop rapidement, vous allez avoir trop de flushing, trop de maux de ventre, de la diarrhée, vous ne serez pas capable. Donc, il faut se donner une chance quand on commence les comprimés oraux. Des fois, ça peut prendre 4, 8, 12 semaines avant qu'on soit vraiment confortable avec le traitement. Il y a des gens là, qui avaient posé des questions. Il y a une dame qui nous dit que ça fait plusieurs temps qu'elle prend le produit et qu'elle a toujours du flushing. Alors, important dans ce temps-là de bien prendre son aspirine avant et de prendre son Tecfidera en mangeant. Si notre repas contient plus de protéines, c'est plus facile pour contrôler les effets secondaires. Juste une pomme ou une petite salade, là, ça ne va pas gérer les problèmes pour le flushing.
Quand le neurologue vous offre des choix de traitement, si, par exemple, vous avez déjà d'autres problèmes de santé, par exemple, vous avez des problèmes cardiaques, vous avez des problèmes au foie, vous avez des problèmes d'épilepsie, toutes ces choses-là sont prises en considération pour vous offrir des choix. Ça se peut qu'un patient prenne le Tecfidera, puis l'autre patient, le neurologue a recommandé du Gilenya ou de l'Aubagio, mais ça dépend de l'ensemble de sa condition. Peut-être que pour lui, c'était préférable. Comme par exemple, on a aussi le Aubagio qui est dans la catégorie des médicaments pratiques qu'on peut prendre à la maison. On a des suivis, des bilans sanguins à faire avec l'Aubagio au niveau du foie, des bilans hépatiques parce que le médicament peut atteindre le foie. Le médicament est tératogène, donc pour une dame là, qui penserait tomber enceinte, ce n'est pas l'idéal. Et on a aussi avec l'Aubagio une perte de cheveux qui est possible. Il y a des patients pour qui ce n'est pas acceptable, mais c'est réversible. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'après 12 mois, ce qu'on avait perdu devrait revenir à la normale. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération pour vous, pour bien choisir un traitement qui vous est adapté à vous. Mais ce qu'il faut vous dire, là, c'est que ce n'est pas parce qu'un médicament a des effets secondaires listés que vous, si vous en avez un qui n'est pas dans la liste ou que vous avez d'autres effets secondaires, c'est possible. Il faut quand même se donner la chance, quand on essaie le traitement, de faire quelques semaines avant de dire si on est bien ou pas. Mais il faut que vous soyez confortable avec votre traitement. Donc, c'est important, si vous avez des effets secondaires qui sont peut-être trop inconfortables pour vous, de le dire. Hein. Il ne faut pas se gêner parce que c'est sur une longue période, hein, les traitements. Donc, il ne faut pas se gêner pour dire qu'on n'est pas confortable, mais il faut aussi savoir quel traitement il va être mieux adapté pour vous. On a aussi le Gilenya, par exemple, qui peut être donné si une personne a des problèmes cardiaques sérieux. On ne pourra pas aller avec ce choix-là. Le Gilenya est un produit qui peut donner des risques de bradycardie ou quelqu'un qui a déjà fait un ACV, ça ne sera pas recommandé. Et aussi, il faut faire les formules sanguines de préférence à chaque 6 mois pour vérifier que tout se passe bien de ce côté-là. C'est sûr, on a eu une question aussi, est-ce que tous les médicaments vont atteindre le foie? C'est sûr que les comprimés oraux ont plus d'effet de ce côté-là. Avec les injections, c'est très, très rare, mais il y a des patients qui en ont eu quand même. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération là, pour bien faire son choix. Quand le stade de la maladie est plus avancé ou si ça progresse rapidement, il faut y aller avec de l'efficacité rapidement. On va aller soit avec le Tysabri, qui peut être donné en première ligne là, quand la maladie est agressive, ou on a aussi l'Ocrevus, qui a été populaire là, quand c'est sorti à la télévision. Tout le monde voulait de l'Ocrevus. J'ai eu comme question, est-ce que c'est une bonne idée de changer mon traitement pour l'Ocrevus? Bien, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu dans le stade de la maladie, parce que c'est sûr que le médicament a des pourcentages d'efficacité peut-être plus hauts, mais il y a aussi plus de risques. Alors, ce n'est pas parce que les injections à la maison sont plus sécuritaires, si on veut, que ce n'est pas efficace, mais il faut dire que efficacité et risque, il faut bien balancer. Évidemment, on aimerait ça avoir un médicament qui a zéro risque et super efficace. Les nouveaux traitements qui sont à venir, c'est l'objectif, mais il faut être réaliste. C'est sûr qu'on aimerait tous avoir quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire, mais c'est difficile à réaliser. Et puis, il faut y aller avec le niveau d'efficacité qu'on a besoin aussi. On a un médicament aussi qui est appelé le Mavenclad. Celui-là, c'est un médicament qui est immunosuppresseur, qui est destiné aux formes plus agressives parce que c'est un médicament qui va comme refaire votre système immunitaire, là, qui va être à zéro, puis qui va repartir.
c'est un médicament qui est réservé aux formes plus graves, là, évidemment, pour ne pas mettre les gens à risque inutilement si la forme de maladie n'est pas assez avancée. L'indication officielle au Canada, c'est pour la forme poussée-rémission, mais c'est aussi utilisé en forme progressive. Là, les changements de traitement, si vous avez tout analysé ça, vous avez fait votre choix, ça se passait bien, vous êtes content, on commence, il faut changer de traitement. Alors, pourquoi qu'on aurait un changement de traitement? Il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, vous avez commencé votre traitement, ça fait 2-3 mois, vous n'êtes pas confortable, vous avez trop d'effets secondaires, on va changer le traitement. Si votre traitement n'est pas efficace, si vous avez eu une poussée sur votre traitement, si vous avez des nouvelles lésions, il va y avoir une possibilité de changement de traitement. Ou encore, c'est votre assurance qui ne couvre plus. Ça peut arriver qu'un générique est sorti, votre traitement n'est plus couvert. C'est sûr qu'à la pharmacie, on a accès au programme, tout ça, que nous, on va essayer de vous garder sur votre traitement d'origine, mais des fois, ce n'est pas possible. Il faut changer de traitement. Ou vous êtes tanné de vous injecter. Là. Vous aviez décidé d'y aller avec les seringues, puis finalement, ça peut même être au bout de quelques années, là, vous avez trop de douleur ou vous êtes tanné de vous injecter. On a aussi une option de changement de traitement. Alors, comment on fait ça, les changements de traitement? Quelles questions qu'on doit se poser? Alors, quelles sont les nouvelles options qui s'offrent à nous? Est-ce qu'il y a une période, là, un anglicisme, une période de wash-out, c'est une période de transition. Quand on passe d'un traitement à l'autre, est-ce qu'on doit faire une pause? Est-ce qu'on peut passer de un à l'autre sans pause ou est-ce qu'il faut faire un petit terrain entre les deux? Alors, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que mon changement de traitement, est-ce que c'est comment je vous dirais ça? Est-ce que mon changement de traitement implique au niveau de mes assurances, des délais qui vont retarder le début de mon traitement? Ça aussi, ça vient jouer. Alors, ça, c'est des questions que vous pouvez voir avec votre pharmacien. Si vous savez qu'un changement de traitement s'en vient, là, ce que je vous suggère, c'est d'en parler tout de suite avec le pharmacien pour qu'on puisse entamer les démarches pour être sûr que le moment venu, il n'y ait pas de délai de transition. Alors, si on passe d'un médicament à un autre, transition d'un immunomodulateur à un autre, est-ce que ça veut dire que votre traitement n'a soit pas fonctionné ou vous avez trop d'effets secondaires? On change complètement la molécule. Dépendamment de quel produit on passe du premier au deuxième, des fois, il peut y avoir une petite période de transition. Alors, c'est possible qu'en finissant un traitement, vous deviez attendre une semaine, 2 semaines avant l'élimination du premier traitement. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie d'un médicament. Le temps de demi-vie d'un médicament, c'est le temps que ça prend à votre corps pour éliminer la moitié de l'effet. Si on fait des changements trop rapides, les 2 traitements peuvent s'accumuler ensemble et puis là, on augmente les effets secondaires, la toxicité. Alors, ça, c'est une des choses qu'il faut vérifier. Si vous changez de traitement pour un générique, ça veut dire que c'est le même produit équivalent qui est la même chose faite par une autre compagnie. Il n'y a pas de période de transition nécessaire et vous n'avez pas besoin d'une nouvelle prescription. Ça peut être fait directement à la pharmacie. C'est toujours bon d'en aviser votre neurologue, mais il n'y a pas de période de transition, il n'y a pas de délai d'une journée à l'autre. On continue le traitement de la même façon. Si on change pour un médicament qui s'appelle une transition vers un biosimilaire, le mot le dit, c'est similaire, mais ce n'est pas équivalent. Donc, pour faire le changement, ça va vous prendre une nouvelle prescription, ça va prendre le délai avec les assurances aussi.
Alors ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération avant de changer de traitement. On ne change pas de traitement pour rien, mais si vous n'êtes pas confortable ou ce n'est pas efficace, on n'a pas le choix. Alors ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération avant de faire le changement. Là, la question punch de la journée, la vaccination, surtout en période de COVID. On a eu beaucoup de questions sur la vaccination. Est-ce que je peux me faire vacciner? Quand? Contre quoi? Alors, on va voir ça ensemble. Il faut toujours évaluer là, sous réserve d'une bonne évaluation du rapport bénéfice-risque. Les vaccins vivants pourraient être contre-indiqués et ils le sont là, la majorité du temps. Donc, avant de vous faire vacciner, il faut s'informer de quel type de vaccin je vais me faire vacciner, quel est mon état général en ce moment et quel traitement de sclérose en plaques je reçois actuellement. Si on commence un traitement, on a nouvellement diagnostiqué pour la sclérose en plaques, notre traitement s'en vient. L'idéal, c'est de faire vos vaccinations 6 semaines avant les débuts de traitement. Là, on parle des vaccins généraux. Demain, le vaccin de la grippe, on le donne quand c'est le moment de se faire vacciner. Alors, est-ce que je peux me faire vacciner pour la grippe si j'ai un traitement? La réponse est oui. 2 choses à vérifier. Quel type de traitement de la grippe vous allez recevoir? Parce qu'il y en a plus qu'un. Le vaccin général de la grippe, c'est un vaccin qui est inactivé. Donc, celui-là, il n'y a pas de problème pour se le faire donner. On se le fait donner quand c'est la saison de la grippe, de la vaccination. Si vous avez un traitement qu'on a dit tantôt dans la section sécuritaire ou dans la section pratique, c'est-à-dire que vous avez une dose quotidienne, eh bien, vous y allez quand c'est la saison de la vaccination et à un moment que vous êtes en forme. C'est sûr que là, si vous avez une gastro, si vous avez attrapé une bronchite, ce n'est pas le temps d'y aller. Alors, vous y allez quand c'est la saison et une journée que vous êtes en forme. Si vous avez un traitement qui se donne une fois par mois, comme le Tysabri, par exemple, on recommande de ne pas y aller la même journée. Vous pouvez faire comme à mi-chemin, là, après 2 semaines. C'est bon, une bonne période pour y aller. Comme ça, vous allez avoir moins de fatigue au moment de la vaccination. Il faut faire attention, il y a un vaccin pour la grippe qui se donne par voie intranasale. Celui-là, c'est un vaccin vivant. Alors, ce n'est pas recommandé parce que, comme votre système immunitaire est un peu fragilisé avec les traitements, bien, on veut éviter des risques d'infection. Donc, en général, l'ensemble des vaccins vivants ne sont pas recommandés. Mais des fois, pour une indication, il peut y avoir plusieurs formes de vaccins, comme par exemple, on a la grippe qui offre 2 versions. Il y a aussi le vaccin du Zona qui existe sous plusieurs formes. On a une forme inactivée qui est maintenant disponible. Ce n'est pas toutes les assurances qui vont le couvrir. Ça peut être un cadeau de Noël, hein, ça s'offre bien en cadeau là, si des gens qui ont besoin d'être vaccinés. Mais pour les gens de 50 ans et plus, la vaccination pour le Zona est recommandée, mais ça prend la formulation inactivée. Il y a pour les patients qui sont sous le Mavenclad, ça c'est un peu différent. Si vous savez que vous allez commencer votre traitement, on vous recommande de faire vos vaccins 6 semaines avant pour vivant ou non, là, ce que vous avez à vous faire vacciner, parce qu'une fois que le traitement est commencé, se faire vacciner, c'est inutile parce que ce ne sera pas efficace avant, moi je dirais plusieurs mois après le traitement, puisque votre système immunitaire ne pourra pas être capable de fabriquer les anticorps nécessaires. Donc, pour le traitement de Mavenclad, 6 semaines avant de débuter. Pour les autres traitements, bien vous informer quel type de vaccin vous voulez recevoir, prendre des formes de vaccins non vivants et y aller dans une période où vous êtes en forme et qu'il n'y a pas d'autres maladies qui sont en même temps cette semaine-là. Là. Si vous êtes fatigué, si vous avez une gastro, ce n'est pas le bon moment d'y aller. Ensuite,
La sclérose en plaques, en général, ce qu'on pense, là, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se déplacer au niveau de la mobilité, au niveau des jambes. Mais il y a plusieurs autres zones qui peuvent être affectées par la sclérose en plaques. Les yeux, par exemple, la mémoire, les muscles, les nerfs, ça peut être douloureux. On peut avoir des problèmes au niveau de la vessie. Il y a des traitements qu'on appelle les traitements de soutien qui peuvent être donnés pour vous soulager. Euh, il y a des gens, des fois, des patients qui me disent, là, je ne sais pas si j'ai une poussée ou j'ai juste vieilli ou je suis fatiguée. C'est sûr que le cheveu blanc et les rides, là, ça ne fait pas partie des symptômes, mais dans l'image qu'on voit, là, tout ça, là, tous les systèmes digestifs, système urinaire, c'est toutes des zones qui peuvent être atteintes par la sclérose en plaques qu'on peut soulager avec des traitements de soutien que je vais vous présenter. Alors, avant d'y aller avec la médication, c'est sûr que la physiothérapie, la rééducation sont là pour vous aider. Il y a aussi les étirements, hein, le stretching, le yoga, le pilates, là, c'est toutes des choses qu'on ne pense pas, mais si vous le faites sur une base régulière à long terme, ça peut venir aider beaucoup de ces symptômes-là. On veut réduire, ça peut réduire les complications, là, les troubles urinaires, les spasmes. Et il y a aussi les aides techniques qui sont là pour vous, canne, fauteuil roulant, il y a des centres pour l'auto qui font toutes sortes de trucs que vous pouvez adapter, de la vaisselle. Il y a plein de trucs là, pour vous faciliter la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de patients qui ont des douleurs, des spasmes, tout ça, qui demandent est-ce que je suis mieux avec mon Neurontin, par exemple, ou je serais mieux de prendre du cannabis? Alors, pour les médicaments pour la douleur qu'on voit, qui sont prescrits, je vous en ai écrit quelques-uns ici. Ce qu'il faut prendre en considération avec ces médicaments-là, c'est qu'ils ne sont pas seulement destinés contre les douleurs de sclérose en plaques, mais c'est des médicaments qui sont aussi donnés comme antidépresseurs, anticonvulsivants pour l'épilepsie, tout ça. Plus on ajoute de produits, c'est sûr que les effets secondaires sont aussi rajoutés. On peut avoir de la fatigue, on peut avoir des problèmes digestifs, tout ça. Alors, moi, je vous dirais, avant d'aller avec des comprimés, essayez par une meilleure hygiène de vie, avec des exercices, de contrer vos douleurs. Si ce n'est pas suffisant, on peut en rajouter, mais si vous en rajoutez, allez-y un à la fois. Parce que si on essaie 2, 3 comprimés en même temps, puis on a des effets secondaires, on ne sait pas lequel nous aide et puis lequel peut nous nuire dans le fond. Pour le cannabis, on a eu aussi beaucoup de questions pour le cannabis. Je vous dirais d'être prudent avec ça. Il y a un congrès qui s'en vient bientôt à Montréal pour la sclérose en plaques et il y a un des aspects qui est traité, là, qui va être sur le cannabis. Et à ce qu'on dit, ce ne serait peut-être pas une bonne idée d'y aller avec le cannabis. Le cannabis peut nous amortir, hein, nous enlever comme de l'énergie. Ça peut aussi être moins bon pour la mémoire. Donc, c'est peut-être, on a eu de l'enthousiasme là, au début quand c'est sorti, mais y aller avec réserve là, pour les gens qui pensaient l'essayer pour soulager les douleurs. On a aussi en vente libre le Tylenol et l'ibuprofène là, qui peuvent être utilisés de façon occasionnelle pour soulager des douleurs. Contre les spasmes musculaires, on a des relaxants qui sont disponibles, des relaxants musculaires, mais encore une fois, les exercices d'étirement vont beaucoup vous aider à ce niveau-là. Il faut les faire régulièrement, mais moi, je vous encourage fortement à les faire parce qu'à long terme, vous allez avoir des effets positifs. Il y a des médicaments qui peuvent être donnés également pour la fatigue. Je vous en ai mis 2 ici, là, le amantadine, méthylphénidate. Méthylphénidate, c'est le Ritalin là, qui est très connu. Oui, ça peut être donné pour aider pour la fatigue, mais on a aussi des effets secondaires qui peuvent survenir, insomnie, maux de tête, tout ça. Donc, ce qu'on essaie
de faire. Je ne veux pas vous achaler avec mon exercice, mais si on augmente un peu son activité physique, c'est un cercle vicieux. Moins on bouge, moins on a le goût de bouger. Contre la fatigue, ça va vous aider aussi, mais si jamais vous avez besoin de suppléments, sachez que c'est disponible et vous pouvez aussi en parler avec votre neurologue. Il y a pour les problèmes urinaires, on a des médicaments aussi qui sont disponibles pour les spasmes de la vessie. Il y a des exercices aussi que vous pouvez faire pour prévenir ces problèmes-là. Il ne faut pas hésiter à les demander si vous avez besoin de ce genre de produits, parce qu'avec l'évolution de la sclérose en plaques, parfois on peut avoir des problèmes urinaires qui peuvent survenir. Le trouble de la locomotion, le Fampira, là, j'hésitais à vous en parler. C'est un médicament qui n'est pas connu de tout le monde. C'est un produit qui est destiné pour les gens qui ont une altération au niveau de la marche, mais pour avoir accès à ce produit-là, il faut faire un test. Alors, si vous avez un problème de marche, de locomotion, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font marcher une distance. Ils calculent le temps que ça vous prend pour faire la distance. Et après un mois d'essai, vous refaites la même distance et s'il y a une amélioration, on vous considère comme répondant à ce produit-là et vous pouvez débuter la médication. Si après 4 semaines, il ne s'est rien produit, ça ne sert à rien de poursuivre et ce n'est pas donné. Alors, moi, je vous en parle parce que ce n'est pas tout le monde qui en parle. Ce n'est pas tous les neurologues aussi qui vont le proposer d'emblée parce que ce n'est pas un traitement qui va ralentir l'évolution de la maladie, mais c'est un médicament qui peut aider des gens si vous avez des problèmes de démarche. Il faut faire attention. Le Fampira a des risques de convulsions. C'est un effet secondaire du produit. Donc, si vous avez des antécédents d'épilepsie, on ne pourra pas vous le proposer. Et ça peut aussi légèrement augmenter les risques d'infection urinaire. Donc, il faut être prudent de ce côté-là. Se prémunir contre les infections, bien là, c'est à la mode ces temps-ci. Hein? Donc, lavage fréquent des mains, la mesure la plus efficace. Pourquoi se prémunir contre les infections? Bien, avec votre traitement de sclérose en plaques, vous êtes un petit peu immunomodulé, si on veut, plus fragile à attraper les infections. Donc, en ce moment, en période de COVID, encore plus important. Lavez vos mains fréquemment. Le masque, hein, portez votre masque. Si vous vous sentez fatigué ou malade, on reste à la maison. Là, la distanciation est aussi à la mode, là, le 2 mètres de distance, mais même en période hors COVID, s'il y a des gens qui sont malades dans votre entourage, tout ça, on recommande de reporter les visites à plus tard, garder une bonne distanciation. Et dormir beaucoup, si vous êtes fatigué, faire de l'exercice, buvez de l'eau, bien manger, tout ça aide à votre bien-être et à ce que l'évolution de la maladie soit ralentie. Alors, ce que les experts nous disent en période de COVID pour les traitements de sclérose en plaques, les patients devraient continuer à prendre leur traitement en période de COVID. Si, pour une raison ou pour une autre, vous voulez l'arrêter, la mettre en pause, discutez-en avant avec soit votre neurologue, votre pharmacien ou un professionnel de la santé, mais la ligne est de ne pas suspendre son traitement en période de COVID. En ce moment, avec la pandémie, il y a des changements de traitement qui ont été mis en suspens. Alors, peut-être que votre neurologue vous avait parlé d'une transition vers le Ocrevus ou le Mavenclad qui pouvait s'en venir. En ce moment, ces changements-là sont un peu retardés. On va attendre un petit peu là, que la pandémie soit finie pour ne pas vous mettre à risque supplémentaire. Si vous pensez que vous avez contracté la COVID, eh bien, évidemment, il faut aviser votre équipe de santé pour qu'ils soient au courant. Puis là, on verra les mesures à prendre à ce moment-là. Mais la ligne de base est de ne pas arrêter son traitement en ce moment. Les produits naturels, je sais que c'est très populaire
chez certaines personnes, le produit naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne remplace pas son traitement par des produits naturels. Je ne veux pas j'ai rien à vous vendre ou vous encourager à consommer toutes sortes de choses, sauf un produit. La vitamine D, ce n'est pas une zone grise. Tous les experts vont vous dire que la vitamine D, 1000 unités par jour, c'est ce qui est recommandé pour tout le monde. Si vous n'en avez pas, moi, je vous recommande d'en prendre. Là. La vitamine D, c'est prouvé, aide à moduler le système immunitaire. Donc, je vous encourage à vous le procurer. Il y a d'autres produits naturels qui sont recommandés si vous voulez en prendre. J'en ai nommé quelques-uns ici. Là, calcium, magnésium, qui peut aider à atténuer les dommages du tissu nerveux. Ça peut être bon. La vitamine B12 qui contribue à la formation des nerfs, ça peut être bon aussi. Multivitamines, il n'y a pas de problème. Les oméga-3, on a eu plusieurs questions aussi sur les oméga-3. Vous pouvez le retrouver dans votre nourriture. Poisson gras, noix, graines de lin, mais ça se vend aussi en supplément s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais la vitamine D, ça, je vous encourage fortement à vous le procurer. J'ai fait une petite section plantes et épices. C'est pas pour qu'on fasse des recettes ensemble ce soir. Là. Le but que je voulais vous parler de ça, c'est que j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit que pour alléger son traitement, remplacer quelques doses par du curcuma. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Si vous voulez rajouter des choses dans votre traitement pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous ai nommé ici des plantes, des épices qu'on peut utiliser, mais ça ne remplace pas vos traitements. Curcuma, gingembre, cannelle, tout ça. Le sélénium, là, qu'on dit améliore la fonction immunitaire et le métabolisme, ça peut être des choses qui peuvent être utilisées. Les produits à éviter, c'est sûr que si vous en avez consommé, ce n'est pas mortel, mais c'est moins recommandé. Là. Alors, on essaie d'éviter l'échinacée qui a des effets sur le système immunitaire. Donc, on essaie d'éviter la griffe du chat aussi, qui n'est pas recommandée en sclérose en plaques. La griffe du chat qui est donnée pour des problèmes d'arthrose, d'arthrite en général. C'est pas recommandé. La mélatonine, c'est une question qui revient souvent. La mélatonine est en zone grise. Il y a des études qui vont vous dire de ne pas en utiliser parce que ça va venir jouer sur votre système immunitaire. Puis il y a d'autres études qui vont dire que les gens qui ont la sclérose en plaques ont un déficit en mélatonine et que ça pourrait être utilisé. Alors, je vais vous donner mon opinion personnelle. Alors, moi, je vous dis, si vous voulez essayer la mélatonine, pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine ne règle pas tous les problèmes d'insomnie. Il faut avoir un déficit. Ce n'est pas tout le monde chez qui ça fonctionne, mais si vous voulez l'essayer et puis que vous dormez très bien en prenant de la mélatonine, je vous dis, vaut mieux passer des nuits de rêve en prenant un peu de mélatonine que de s'en passer. Hein, il n'y a pas une étude qui dit la même chose, mais si pour vous, ça fonctionne très bien, tant mieux. À long terme, ça n'a pas été étudié sur un long terme, mais si vous voulez l'essayer pour une courte période, voir si ça fonctionne bien pour vous, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Au niveau du style de vie et de l'alimentation, ça peut avoir l'air pas important, hein, des fois pour des traitements comme ça, mais à long terme, ça a un très gros impact. Au niveau de l'alimentation, ce que je vous recommande, là, c'est d'éviter de réduire le sucre, le sel, les viandes rouges et l'alcool, qui sont toutes des choses qui peuvent augmenter le processus inflammatoire
Et en sclérose en plaques, ce n'est pas ce qui est recommandé. Surtout si vous êtes capable de couper votre sel. La cigarette, le tabagisme, on a vu dans les études que le tabagisme peut faire évoluer la sclérose en plaques rapidement et même passer de la forme poussée-rémission plus rapidement à la forme progressive. C'est les gens qui fument. Alors, cesser la cigarette, là, ça serait quelque chose qui serait important. On a aussi vu que les écarts de température peuvent augmenter vos douleurs ou vos symptômes. Alors, on essaie d'éviter les spas, par exemple, ou le yoga chaud, ou tout ce qui peut faire augmenter votre température corporelle. Ça peut vous donner comme des sensations d'avoir comme des symptômes de poussée qui peuvent survenir. Donc, si possible, là, évitez tous les grands changements de température, surtout avec les grandes chaleurs qui peuvent augmenter vos douleurs et les spasmes. Alors, faire de l'exercice, bon pour le corps, bon pour l'esprit. L'exercice physique un léger cardio, hein, un exercice cardiovasculaire qui n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de courir des marathons. Là, on vous demande simplement d'avoir des exercices légers qui vont augmenter votre fréquence cardiaque légèrement. Ça a un impact sur la maladie. C'est bon aussi pour le moral. C'est bon pour les gens qui se sentent déprimés. En plus, c'est bon pour la silhouette, hein, ce n'est pas à négliger. On peut être coquet sous notre masque. Donc, moi, je vous encourage à faire un petit peu plus d'exercice. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être plus de problèmes de mobilité. Bien, on peut faire des exercices au sol, sur un tapis. Ça peut contribuer à un exercice cardiovasculaire, même si on est au sol. Et vous allez voir que sur un long terme, ça va avoir des impacts très positifs pour vous. Alors, moi, je vous encourage fortement à le faire. Je ne sais pas où est-ce qu'on est dans... C'est super bien. Oui, c'est bon. Ouais. Là, c'est sûr que le Canada est un pays qui est très actif en recherche pour la sclérose en plaques. Il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. Il y a des produits qui s'en viennent très bientôt, comme le Mézen, par exemple, qui s'en vient prochainement. Il y a des produits qui ne sont peut-être pas encore lancés là, parce qu'on attend. Là, il n'y a pas de changement de traitement qui sont faits par les temps qui courent là, sur une grande population parce qu'en période de pandémie, là, on essaie de ne pas trop y aller dans les grands changements, mais le Mézen s'en vient, qui va être un traitement intéressant. Il y a d'autres traitements aussi qui s'en viennent, qui vont être dans la catégorie des médicaments efficaces, si on veut, qui pourront être donnés à la maison. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui s'en vient. Et il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite pour les cellules souches. Il y a des gens qui ont posé la question, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent refaire la myéline? Bien, en ce moment, non. Mais c'est sûr que c'est un objectif là, des chercheurs d'être capables de trouver enfin un traitement qui pourra mettre fin à la maladie. Ce n'est pas encore fait, mais les chercheurs travaillent très fort et il y a beaucoup de nouveautés de recherche qui se font. Alors, il faut garder espoir, mais il faut aussi y aller avec votre propre prise en main. Alors, bien manger, faire de l'exercice, bien comprendre son traitement, c'est super important. Et si vous avez des questions, des fois, ça peut avoir des questions pas importantes où vous êtes gêné de les poser. Il ne faut pas hésiter. Les pharmaciens sont là pour vous aider et surtout pour vous aider à cheminer là-dedans en étant confortable. Hein? C'est un traitement pour prévenir, mais il faut aussi être confortable parce que vous vivez avec ça tous les jours. Alors moi, je vous encourage fortement à ne pas lâcher. Je ne sais pas si les gens avaient des questions. Oui, Catherine, merci beaucoup de cette information. C'était vraiment intéressant. Il y avait une question justement sur le Mayzent. Est-ce qu'on connaît les effets secondaires? Les effets secondaires vont ressembler aux effets secondaires du Gilenya. Il va y avoir des effets au niveau cardiovasculaire qu'il va falloir être vigilant. Bilan hépatique, tout ça, c'est un suivi qui va être, disons, dans la catégorie des médicaments pratiques,
mais ça va prendre des bilans sanguins et des suivis au niveau cardiaque aussi. Je vais rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes pour les questions, mais est-ce que certains traitements tiennent compte du lien potentiel entre le virus Epstein-Barr, le virus de la mononucléose, et la sclérose en plaques? Vous pouvez répéter la question? Est-ce que certains traitements tiennent compte du lien entre le virus Epstein-Barr, le virus de la mononucléose, et la sclérose en plaques? Là, je ne pourrais pas vous dire. Là. Rapidement, comme ça me vient pas. OK. Il y a une autre question. Comment fonctionne, puis je pense que vous l'avez abordé un peu tantôt, comment fonctionnent les médicaments oraux et intraveineux? Dans quel sens, la question? C'était une question posée de cette façon-là. Peut-être vous pourriez nous parler du Lemtrada à ce moment-là? Le Lemtrada, ouais, je ne l'ai pas abordé. Le Lemtrada, il est donné aussi dans les formes un peu plus actives, si on veut, dans la troisième section, là, dans la section efficacité, mais il est moins donné là, dernièrement. Ce n'est pas un médicament qui est grande échelle, là, si on veut. OK. Pour les médicaments oraux, quels sont les modes d'action? Chaque molécule a son mode d'action différent. OK. Vous répondez rapidement, c'est bon parce qu'on a encore quelques questions. Est-ce que le gouvernement canadien couvre la médication à sclérose en plaques ailleurs qu'au Québec et quelles sont les options si nous n'avons pas d'assurance privée? À l'extérieur du Québec, là, je ne sais pas, mais au Québec, les assureurs vont couvrir les médicaments. Il y a des médicaments qui vont avoir besoin d'une autorisation spéciale. Donc, ce n'est pas couvert d'emblée. C'est pour ça que c'est aussitôt qu'on sait qu'un médicament s'en vient pour nous ou qu'on a un changement de traitement qui s'en vient, il faut tout de suite aviser la pharmacie pour qu'on puisse entamer les démarches parce qu'il y a des formulaires qui doivent être remplis. Ça peut prendre plusieurs mois. Merci. Autre question. Je prends le Tecfidera depuis environ 6 ans, périodiquement pour donner naissance à mes 2 enfants, mais pour une raison quelconque, le traitement me cause beaucoup de flushing puisque je le prends sur du long terme. Avez-vous des suggestions à part l'aspirine? Cela semble avoir causé un problème d'ulcère. Oui, si on utilise l'aspirine à long terme, c'est sûr qu'on peut développer des problèmes gastro-intestinaux. Ce que je recommande avec le Tecfidera, c'est très important de le prendre au milieu du repas avec un repas qui est consistant. Ça ne doit pas être seulement un petit fruit ou quelque chose, là, soit du beurre d'arachide, des viandes, quelque chose qui contient des protéines. Et ce qu'on peut faire, si la dame reçoit la formulation qui est 240 mg 2 fois par jour, des fois, on peut essayer de le prendre avec les capsules de 120 et de séparer ces 2 doses, là, peut-être de 45 minutes. Ils ne sont pas absorbés en même temps au niveau de l'estomac. Des fois, ça peut aider beaucoup pour les problèmes gastro-intestinaux et diminuer un petit peu le flushing aussi. Parfait. J'ai une dernière question avant qu'on mette fin à la rencontre. Je travaille dans un Subway. Est-ce que c'est dangereux pour moi? Je commence ma 2e phase de Mavenclad en novembre. Là, on est en septembre, en novembre. C'est sûr que les 4 à 6 semaines suivant la 2e dose, là, pendant les 8 premières semaines, là, je ne sais pas si la personne débute son traitement au mois de novembre, c'est ça? Elle commence la 2e phase de Mavenclad en novembre, je comprends. En novembre. C'est sûr que pour les semaines suivantes, ça va prendre des mesures supplémentaires, là, vraiment, masques, gants, désinfectants, tout ça, parce que ça va être une période plus risquée. Parfait, Catherine, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné. C'est extrêmement apprécié. Je suis convaincu que les gens qui ont participé à la conférence ont trouvé ça très intéressant. Je veux rappeler aux participants que nous avons les agents InfoSP qui sont là pour répondre à vos questions aussi. Toutes les questions que vous pourriez avoir sur la sclérose en plaques ou encore sur la sclérose en plaques et le COVID, ces gens-là sont très bien formés pour vous donner l'information la plus fiable possible. Vous pouvez communiquer par eux, par téléphone, par courriel ou par clavardage. Et vous pouvez, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons également un programme de soutien entre pairs qui permet à des personnes vivant avec l'ASP
ou qui agissent comme aidants de recevoir du soutien par téléphone ou par courriel. Puis je vous rappelle que les enregistrements précédents de nos conférences sont disponibles sur notre chaîne YouTube et vous pouvez également avoir accès à notre dernier balado sur l'activité physique. Puis je vous remercie de répondre au sondage qu'on vous a envoyé, qu'on va vous envoyer en ligne. Là, ça nous permet de nous améliorer de fois en fois. D'ici là, il est 19h59. C'est parfaitement le temps de mettre fin à la conférence. Prenez soin de vous, tout le monde, et suivez les directives de la santé publique, s'il vous plaît. Merci, Catherine. Bonne soirée. Lavez vos mains, mettez votre masque. Merci. Bye bye.